Bonjour à tous, je vous propose de débuter cette table ronde. Donc bienvenue tout d'abord à cette table ronde de l'AFSE, donc l'Association française de sciences économiques, qui sera consacrée donc aux défis de l'intelligence et les opportunités de l'intelligence artificielle de confiance, donc l'IA de confiance. Alors je vais commencer peut-être par me présenter très brièvement. Donc je suis Christophe Furlin, je suis professeur d'économie et je travaille en économétrie financière. Donc c'est un gros mot pour dire de la modélisation appliquée en gros au métier de la banque. Et je travaille parfois donc sur des modèles où on cherche à évaluer certaines dimensions qui sont liées à l'IA de confiance, sur l'explicabilité et la détection de biais. On reviendra sur ces questions, mais ce qui est important plutôt, c'est que pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir d'éminents spécialistes de l'IA de confiance, alors qui viennent de domaines variés, on en discutera, on présentera ça dans quelques instants, mais justement ça nous permet d'avoir un regard un peu riche, de croiser ces différentes dimensions. Alors, je commence par présenter donc Richard Eudes. Richard Eudes qui est Managing Director chez Deloitte. Alors Richard, donc, c'est un ami, qui a un doctorat de mathématiques appliquées et qui travaille dans le domaine de l'IA depuis 20 ans maintenant. Et c'est un spécialiste de la gouvernance de l'IA et il a accompagné de nombreuses entreprises sur cette problématique. Donc un grand merci Richard pour cette intervention. J'ai le plaisir également d'accueillir David Sadek, qui est vice-président de la recherche, de la technologie et de l'innovation, c'est Thales. Alors, David est docteur en informatique, et c'est un spécialiste en intelligence artificielle et en sciences cognitives. Il a été directeur de la recherche à l'Institut Mines Télécom, donc ce qu'on vient d'évoquer, et vice-président de la recherche chez Orange. Donc il a conduit des travaux pionniers sur les agents intelligents et l'interface homme-machine. On discutera plus tard, pour lequel il a reçu différentes distinctions scientifiques. Et il était aussi l'un des pilotes de Francia, qui est la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Et c'est aujourd'hui un expert vraiment de premier plan sur l'intelligence artificielle en général et l'intelligence artificielle de confiance en particulier. Et on comprend bien, du fait des activités de Thales, que c'est un sujet essentiel d'instaurer la confiance autour de ces systèmes d'IA. Un grand merci, Monsieur Sadek. Donc, j'ai le plaisir également et l'honneur d'accueillir Aldric Zappellini, qui est directeur Data et IA et Chief Data Officer du groupe Crédit Agricole. Donc, il est responsable à ce titre, si vous voulez, je parle sous votre contrôle, de la gouvernance Data et IA de l'ensemble du groupe, et cela à la fois pour les métiers, donc les opérationnels, et aussi pour l'informatique. Et il supervise notamment le Data Lab et l'AI Factory du groupe Crédit Agricole, dans lequel sont développées des solutions innovantes que vous retrouverez, vous, en tant que client du Crédit Agricole. Et s'intéresse aussi à leur développement d'une part, mais aussi à leur industrialisation. Et je pense que c'est important qu'on ait aussi ce prisme sur l'AI de l'IA de confiance, à la fois au niveau du développement, mais aussi de l'industrialisation, de la mise en œuvre. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue et ami Patrick Valbrook, qui aura la lourde responsabilité d'apporter un éclairage à la fois académique et économique, puisqu'il est professeur d'économie à Télécom Paris Tech, et ses recherches, Patrick, portent sur, en gros, l'économie d'innovation, l'économie des données individuelles, et il enseigne dans le master spécialisé de Big Data de Télécom. Donc j'imagine que vous avez hâte que je passe la parole à ces intervenants, qui sont véritablement, encore une fois, spécialistes de ce domaine de l'IA de confiance, mais je vais me permettre, si vous voulez, de faire une petite introduction, très brève, pour resituer un peu le débat. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, ça date des années 50, mais ce qui a vraiment popularisé son utilisation, notamment par les entreprises, c'est l'émergence des méthodes de machine learning en anglais, donc d'apprentissage automatique en français, et sur lesquels on discutera, on reviendra pour beaucoup dans l'intervention. Et l'idée fondamentale, c'est finalement que l'ordinateur, l'algorithme cherche à identifier des relations statistiques entre des données. Et si vous voulez, c'est le principe selon lequel on va
l'algorithme va déterminer un modèle sur des données d'entraînement, et ce modèle va être utilisé après sur des nouvelles données pour produire une tâche, par exemple pour faire une prévision quelconque. Et ça, ce qui est important, c'est que ces modèles sont d'une part généralement complexes, et d'autre part, cette création de modèles se fait sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un humain qui guide la machine pour trouver ce modèle. Et donc ça, intrinsèquement, ça pose une question de confiance. Confiance dans la construction de ce modèle. Alors pour ceux qui font certains d'entre vous font peut-être des études d'économie ou de mathématiques. Alors vous avez peut-être par exemple des cours d'économétrie, et c'est une grosse différence entre l'économétrie ou la statistique et puis le machine learning. Parce qu'en économétrie, il y a un économiste qui va spécifier un modèle, et un statisticien va poser des hypothèses. Et vous n'avez pas de cours d'économétrie de confiance ou de statistique de confiance, même si on manipule des notions de confiance. Mais donc c'est vraiment une différence. Et pourquoi? Parce qu'avec le machine learning, l'IA, on confie les clés à l'algorithme pour la création de ces modèles, et donc ça nécessite une certaine confiance. Ce problème de confiance, il s'est accru et renouvelé avec l'émergence de l'IA générative. Alors vous connaissez tous ChatGPT, donc novembre 2022, on met à disposition du public et des entreprises cette IA générative. Donc là, il y a vraiment une rupture dans l'IA entre avant et après, d'une part parce que l'idée, c'est que, pour simplifier, on a des IA qui vont permettre de générer du contenu, donc des textes, des vidéos, des images. Et donc, nécessairement, ça pose une question de fiabilité de ces productions et de confiance dans le modèle qui génère ces productions. Donc, qu'elle soit générative ou non générative, l'IA, intrinsèquement, soulève un problème de confiance. Et donc, il est nécessaire de veiller à ce que certains principes soient vérifiés. Alors, les intervenants définiront bien mieux que moi l'IA de confiance, mais on peut penser à la transparence, explicabilité, comprendre comment fonctionne le modèle, c'est très simple, mais c'est important. La robustesse, vérifier que le système d'IA est stable et résistant aux perturbations. La responsabilité, vérifier qu'on satisfait un certain nombre de réglementations. On peut penser, tout à l'heure, on évoquait les problèmes d'équité, de biais de discrimination. Voilà, c'est des sujets très importants. Et puis la sécurité, veiller que ce système il puisse ne pas être détourné pour des usages malveillants. Alors, ce qui est important, et je terminerai là-dessus, c'est que ce ne sont pas des enjeux, des questionnements éthiques. Enfin, ce sont des questionnements éthiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire, ce sont des conditions nécessaires et suffisantes pour que l'IA soit adoptée par la société. Pour que vous utilisiez l'IA, il faut que vous ayez finalement confiance. Et c'est d'autant plus important sur un plan économique que l'IA, on attend beaucoup de l'IA en termes de potentiel économique. Alors, je vais reprendre les chiffres du rapport de la Commission sur l'intelligence artificielle de Philippe Aghion et Anne Bourreau. Donc, on attend que l'IA augmente le PIB de la France de 200 à 450 milliards dans les 10 prochaines années. Alors, juste pour donner un ordre de grandeur, c'est la valeur ajoutée aujourd'hui de l'industrie. Alors, si ces prévisions sont correctes, encore une fois, ça suppose nécessairement que l'on ait confiance dans cette IA. Alors, c'est pourquoi donc, je vais m'arrêter là et on va essayer de structurer la discussion autour de 3 grandes questions. La première, c'est celle de la définition de l'IA de confiance. Finalement, qu'est-ce que l'IA de confiance? Et puis, les intervenants vont éclairer cette définition par des applications concrètes dans leur activité économique. Et on verra à quel point on voit certaines convergences ou divergences dans la notion de l'IA de confiance, que ce soit dans l'industrie, dans la banque ou dans les services. Une fois qu'on aura mieux compris ce qu'est l'IA de confiance, dans un second temps, on va se poser finalement la question de l'évaluation économique. Qu'est-ce que ça coûte à une entreprise de mettre en place une IA de confiance? Et à l'inverse, qu'est-ce que ça coûte de ne pas satisfaire des grands principes de confiance? Est-ce qu'il y a un marché pour l'IA de confiance? Donc ça, c'est vraiment une analyse économique de ce prisme-là. Et enfin, dernier point, la question de la gouvernance. Finalement, partant de l'idée que c'est très important, est-ce qu'on laisse ces entreprises s'autoréguler en développant des procédures internes de contrôle pour vérifier que cette IA est conforme? Ou est-ce que ça doit être appuyé par une régulation externe? Vous avez tous entendu parler de l'AI Act au niveau européen. Donc voilà autant de questions. Au passage, on s'évoquera, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de surrégulation et de perte de compétitivité des entreprises qui utilisent l'IA? Je ne parle pas des producteurs d'IA, mais des utilisateurs d'IA. Donc voilà un peu les 3 temps, donc la définition, l'analyse économique et la gouvernance, qui vont structurer un peu les interventions de nos experts.
Alors, je me réjouis à l'avance. Donc, sur chacune de ces thèmes, on a à peu près une vingtaine de minutes. Et sans plus tarder, je vais passer la parole sur le premier thème, celui de la définition d'IA, à Monsieur Sadek. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Christophe pour cette introduction et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager nos points de vue justement sur un sujet ô combien d'actualité. Effectivement, cette IA de confiance maintenant prend vraiment de plus en plus d'ampleur. On en parle beaucoup, d'autant que ce qu'on observe autour, c'est justement des choses qui incitent à pousser le plus possible en fait la notion de confiance au sein des systèmes d'intelligence artificielle. Alors moi, je travaille pour une industrie qui opère dans des univers où les choses sont extrêmement régulées, très, très encadrées, et où, en gros, ce qu'on fait, ce qu'on développe s'inscrit dans le domaine de ce qu'on appelle des systèmes critiques. Donc des systèmes où la vie humaine peut être en jeu, où des missions de défense peuvent être en jeu, où des transactions financières peuvent être en jeu. Donc Thales, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette entreprise, c'est une entreprise qu'on dit B2B, donc business to business. C'est les solutions, les produits qu'on développe sont en général destinés à d'autres entreprises, organisations, institutions gouvernementales, etc. au niveau international. Et le domaine business va de l'aérospatial jusqu'à l'identité numérique, en passant par la sécurité, la défense et évidemment le domaine spatial que je n'ai pas cité, mais qui peu ou prou peut être inclus dans l'aérospatial. Et dans ce cadre-là, le type d'intelligence artificielle qu'on développe doit répondre aussi aux exigences qui sont posées justement par les contextes des systèmes critiques. J'ai souvent pour habitude de dire que quand Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, c'est pas dramatique, vous en choisissez un autre et la vie continue. Maintenant, si vous prenez un avion, sachant que 2 avions sur 3 dans le monde décollent ou atterrissent grâce à des systèmes Thales, soit parce qu'il y a ce qu'on appelle du FMS, du Flight Management System, qui est dans le cockpit de l'avion, qui est un peu le cerveau de l'avion, soit parce que l'avion est pris en charge par des systèmes de gestion du trafic aérien fournis, produits par Thales, et si ça contient de l'IA, il vaut mieux que vous puissiez leur faire confiance. Donc on ne peut pas dire en gros l'avion va atterrir. C'est pas en gros, il faut qu'il atterrisse. Quand vous embarquez un logiciel ou un matériel, un composant en tous les cas à bord d'un avion, les processus de certification imposent que la probabilité d'incident par heure de vol doit être inférieure à 10 puissance moins 9, ça veut dire 0 et 9 0 derrière et 1, donc c'est tout petit. Selon qu'on parle de système ou de système complet ou de composants, c'est soit 10 moins 6 ou 10 moins 9, en tous les cas c'est très petit. Et si ces composants contiennent de l'IA, eh bien, il faudrait qu'ils répondent également à ces exigences-là. Alors, à Thales, en fait, très tôt, on a intégré l'IA comme comme un pilier de la transformation numérique du groupe, avec la cybersécurité et l'IoT, enfin l'Internet des objets ou la connectivité, et puis le big data. Maintenant, big data et IA, c'est des choses qui se rejoignent beaucoup. Et très tôt, on a en fait élaboré cette stratégie dite d'IA de confiance pour les systèmes critiques, qui porte d'ailleurs, qui est synthétisée par un motto Thales True AI, True T-R-U-E, un grand T, un petit R qui veut dire transparent ou trustable, donc ça veut dire quelque chose auquel on peut faire confiance. Le U veut dire understandable, donc compréhensible ou explicable, et le E veut dire ethical, ça veut dire éthique. Et donc ça, c'est juste un motto pour s'en rappeler. Et cette stratégie d'IA de confiance, en fait, elle repose sur juste 4 grands piliers, que sont la validité des systèmes, leur sécurité, leur explicabilité et leur responsabilité.
la validité d'un système à base d'IA, c'est la garantie qu'un système va faire ce qu'on attend de lui, pas plus ni moins. Il va faire tout ce qu'on attend de lui et rien que ce qu'on attend de lui. Donc c'est vraiment comme en justice, toute la vérité et rien que la vérité, parce qu'un système, il peut faire tout ce qu'on attend de lui, mais pas rien que ce qu'on attend de lui, ou l'inverse. Je raconte souvent une anecdote, quelque chose qui m'avait frappé. J'étais jeune chercheur en IA dans le milieu des années 90, et puis il y avait un système qui était utilisé par le département de défense américain pour entraîner des amiraux à piloter des flottes navales. Et le système gagnait tout le temps. Donc c'était une sorte de simulateur, de serious game avant l'heure, et le système gagnait tout le temps, donc lorsqu'il conduisait ces batailles navales, et on ne comprenait pas très bien comment il faisait pour gagner. Et on s'était rendu compte en fait que le système détruisait ses propres bateaux qui étaient touchés. Donc dès qu'il avait un bateau qui était touché dans sa flotte, il s'en débarrassait parce qu'il avait constaté que les bateaux touchés ralentissaient la flotte. Et on ne lui avait jamais dit de faire ça. Et ça, c'était un système à base d'IA. C'était pas de l'IA connexionniste, donc c'est ce qu'on appelle de l'IA symbolique, disons à base de règles à l'époque. Et tout ce qu'on avait dit au système, ce que le programme disait, c'est il faut maintenir une vitesse maximale. Le système se dit je dois maintenir une vitesse maximale. Un bateau touché ralentit la flotte. J'ai le droit de tirer sur des bateaux. Et ben pourquoi pas les miens? Et donc il se débarrassait de ses propres bateaux. Il arrivait à maintenir une vitesse maximale et donc aller plus vite que l'adversaire et à gagner tout le temps. Et ça, c'est typiquement un cas d'un système qui n'a pas été validé, donc dont on n'avait pas montré ou démontré de manière, disons, formelle qu'il allait faire ce qu'on attendait de lui, tout ce qu'on attendait de lui, et rien que ce qu'on attendait de lui. Là, en l'occurrence, le système, il faisait tout ce qu'on attendait de lui, puisqu'il gagnait tout le temps, mais il ne faisait pas rien que ce qu'on attendait de lui, parce qu'il faisait plus, et dans le plus, il y avait des choses quand même qui étaient non désirables. Donc la validité d'un système d'IA, c'est vraiment la base de la sûreté de fonctionnement. Donc cette preuve qu'on peut faire confiance que le système est fiable doit être apportée, soit à travers justement des méthodes vraiment de preuve qu'un système répond à ses spécifications, soit par des tests massifs, etc., etc. En tous les cas, ce n'est pas une confiance déclarée, c'est une confiance qui est prouvée. Le deuxième pilier de cette IA de confiance pour les systèmes critiques, c'est la sécurité. La sécurité, c'est la garantie d'une robustesse ou d'une résilience à toute forme de malveillance, et en particulier aux cyberattaques. Vous savez, l'IA et la cybersécurité entretiennent des relations bilatérales très fortes. On utilise de plus en plus l'IA pour concevoir des algorithmes de cybersécurité, parce que l'IA à base de données a cette caractéristique de pouvoir identifier des signaux faibles qui peuvent préfigurer des cyberattaques, par exemple. Et inversement, il faut cybersécuriser l'IA. Donc les algorithmes d'IA présentent aussi un certain nombre de vulnérabilités qui peuvent les exposer à des leurrages, par exemple, à des vols, à des détournements, etc. Et il faut absolument arriver à garantir justement cette robustesse ou cette résilience aux cyberattaques. Et par ailleurs, d'ailleurs, l'IA est utilisée de plus en plus aussi pour conduire des cyberattaques également. Alors à Thales, on a des équipes en fait qui travaillent qui font ce qu'on appelle du friendly hacking, donc en fait qui sont des hackers éthiques qui attaquent des algorithmes à base d'IA pour identifier des vulnérabilités et proposer des contre-mesures. Et ces équipes ont notamment remporté récemment un défi qui était proposé par la DGA, donc la Délégation Générale à l'Armement, pour justement secouer et identifier les vulnérabilités d'algorithmes, en l'occurrence utilisés dans les systèmes de défense aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier, c'est la sécurité des systèmes, qui est différent évidemment de la sûreté de fonctionnement que j'ai évoqué en premier. Le troisième, c'est l'explicabilité. Alors évidemment, il y a eu tout un mouvement autour de cette notion d'IA boîte noire, enfin, un mouvement en tous les cas mettant en garde contre l'IA boîte noire dont on ne peut pas expliquer les comportements, etc. Et effectivement, l'explicabilité, c'est vraiment la capacité de pouvoir fournir
des justifications de ce pourquoi un système à base d'IA a fait ce qu'il a fait ou a recommandé de faire ce qu'il a recommandé de faire. Ça peut être a posteriori, je veux dire au moins a posteriori, il faut qu'on soit en mesure d'auditer d'une certaine façon un système à base d'IA, au moins pour des experts, pour dire pourquoi. Et à Thales, on pousse en fait le raisonnement jusqu'à travailler sur de l'explicabilité en temps réel, donc des systèmes par les systèmes eux-mêmes, donc d'avoir des systèmes qui s'auto-expliquent. Si vous mettez un copilote digital dans un avion, par exemple, ce qui est l'un des objectifs de l'EASA, de l'Agence européenne pour l'aéronautique, eh bien, si le copilote digital recommande au pilote de virer de 45 degrés dans 30 miles, il faut que le pilote puisse être en droit de poser la question « Pourquoi je dois faire ça ?» Surtout si elle ou il avait en tête de faire quelque chose de différent. Et au système de répondre parce qu'il y a une menace, parce qu'il y a un orage, et non pas parce que la couche numéro 3 du réseau de neurones a été activée à 30%. Ça, c'est pas une explication. Donc l'explication, c'est justement la capacité à produire des justifications qui sont intelligibles par l'interlocuteur, qu'il soit un pilote, un opérateur, un expert, et qui tiennent compte également de sa charge cognitive, du temps réel, si c'est en temps réel, parce que si le pilote a moins de 5 secondes pour prendre une décision, si le calcul et la délivrance d'une explication prend plus de 5 secondes, ça devient contre-productif. Donc ça ne vient que surcharger en fait l'interlocuteur. Et dernier pilier, qui n'est pas comme on dit en anglais, last but not least, donc c'est le dernier mais pas le moindre, c'est la responsabilité des systèmes à base d'IA. Donc si la validité, c'est la conformité aux spécifications, la responsabilité, c'est la conformité aux cadres légaux, régulatoires, aux principes éthiques, etc. Donc on va retrouver là-dedans justement la minimisation des biais dans les données, dans les algorithmes. On va retrouver la confidentialité des données, et à Thales, on manipule beaucoup de données confidentielles, voire même classifiées, donc c'est quelque chose qui nous occupe énormément. Et il y a un autre volet qui est important là-dedans pour nous, qui est l'empreinte carbone en fait, et le changement climatique, et donc la conception d'IA qui respecte en fait, qui minimise l'empreinte carbone, que ce soit en tant que technologie numérique, donc ça c'est ce qu'on appelle un peu le green AI, donc une IA verte. On favorise beaucoup l'utilisation pas l'utilisation, mais la minimisation de l'utilisation des données, donc à travers ce qu'on appelle des apprentissages frugaux, par exemple, utiliser aussi peu de données que possible. Et puis, l'autre volet, c'est vraiment l'IA qui va, elle, permettre aux applications de réduire leur empreinte carbone. Donc c'est le AI for Green, comme on dit. Il y a le Green AI for Green. Donc là, notamment dans le monde de l'aéronautique, je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure de solutions aujourd'hui qui sont proposées par Thales pour faire en sorte que, en aéronautique, justement, qu'on produise qu'on minimise la production qu'on minimise l'empreinte carbone par l'optimisation du séquencement des avions en approche d'aéroports, par exemple, pour que les avions passent le moins de temps en l'air, par le changement de trajectoire pour produire le moins possible de ce qu'on appelle les traînées humides que vous voyez dans le ciel quand il fait beau, quand il y a des avions qui passent, et en fait qui sont très génératrices, ces traînées humides d'effets de serre, etc. Donc il y a tout un ensemble d'applications comme ça, où l'IA, justement, certaines techniques d'IA permettent justement de faire en sorte qu'on minimise l'empreinte carbone. Voilà, je vais m'arrêter là avec ces quelques exemples de ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA de confiance. Merci David pour cette définition très claire de l'IA de confiance. On va voir si du côté de la banque on retrouve ces éléments. C'est bon, j'ai le fil. Alors évidemment dans la banque on n'a pas exactement les mêmes définitions, notamment au sens de la criticité des systèmes, ce qui est assez logique, quoique on est une banque systémique au Crédit Agricole, donc certains systèmes qui peuvent quand même avoir des impacts dans la vie quotidienne. Nous, ce qu'on retient, c'est une définition qui est très extensive. On considère que l'IA de confiance est tout ce qui va nous permettre de conforter le fait qu'on maîtrise le système dans sa globalité. Et quand on dit sa globalité, c'est à la fois la façon dont il est conçu, mais aussi pourquoi il est conçu, donc quelles sont les attentes. En général, on s'aperçoit, en grattant un peu, qu'il y a des attentes explicites.
la précision, la finalité, etc., mais qu'il y a aussi des attentes implicites. Et donc ça, on y fait vraiment la chasse, notamment si il faut qu'il y ait des temps de réponse donnés, qu'il y ait une consommation énergétique précise, qu'il y ait de l'explicabilité. Alors, il faut de l'explicabilité, mais pas forcément même degré d'explicabilité en fonction de la nature de la tâche. Évidemment, si c'est une tâche qui est très critique, l'humain va avoir besoin d'explications. Si vous faites une IA, je sais pas moi, qui classifie un justificatif remis par un client pour le mettre dans une gestion électronique de documents, bon, il n'y a pas grand monde qui a besoin de savoir pourquoi on classe une carte nationale d'identité dans la famille justificative d'identité. Ouais, donc il faut vraiment essayer de relativiser ça. Pour autant, c'est un point de sensibilité qui est très important. Ça se joue en général au cadrage des projets. Parce que en fait, si on ne décrit pas d'entrée toutes les attentes, qu'elles soient explicites ou implicites du point de vue du métier, c'est là où on s'expose effectivement à des pertes de contrôle par la suite, pertes de contrôle qui peuvent soit avoir un impact sur la capacité à mettre en production le système d'IA, soit, et même plus grave, plus tard, quand effectivement on fera le maintien en condition opérationnelle de ce système, l'implicite peut vite se retrouver à être une difficulté à gérer, voire une impossibilité de faire évoluer le système, ou d'en maintenir la sûreté et la sécurité. Voilà. Donc tout ce qui permet de conforter cette maîtrise complète en fait, des systèmes d'IA, ça peut être très vaste. La définition au moment du cadrage, évidemment tout ce qui va être la notion de risque, alors ça a été abordé notamment au travers de la cybersécurité, mais il y a de nombreux risques en fait, auxquels l'IA peut nous exposer. Je ne vais pas tous les reprendre, mais il y en a un qui est souvent sous-estimé, c'est l'impact que peut avoir le dysfonctionnement d'un système d'IA sur l'image en fait, et la réputation de l'entreprise. La banque, évidemment, est un tiers de confiance, et donc il est évident qu'un dysfonctionnement d'une IA non maîtrisée, par exemple, allez, mettons un système d'IA qui se mettrait à divulguer des informations confidentielles parce qu'il aurait été manipulé et on aurait réussi à exfiltrer ces données d'apprentissage, ça c'est un risque d'image qui est extrêmement important. Et donc forcément, c'est un risque qui doit être, géré, détecté, atténué. Et dans l'atténuation, on met aussi, est-ce qu'on s'autorise par exemple à utiliser le système directement en face du client. Dit autrement, si je prends la fameuse IA générative là, qui était évoquée, aujourd'hui en l'état de la maîtrise des risques qu'on a de ces IA-là, on considère qu'on n'ouvrira pas directement au client final les systèmes à base de grands modèles de langage, d'IA générative, parce qu'en fait aujourd'hui on a du mal à encadrer finalement complètement ces risques, comme les hallucinations, donc les régurgitations de données, les contenus inappropriés. On va avoir tendance, et c'est plutôt dans l'ADN du Crédit Agricole, à utiliser ces systèmes-là en tant qu'assistants pour les collaborateurs, de façon à les aider dans la relation avec les clients, à les aider sur des tâches de back-office, etc. Il y a par extension, en fait, la confiance, c'est aussi l'alignement qu'on doit avoir dans l'utilisation de la technologie sur les valeurs du groupe Crédit Agricole. Très clairement, si je prends quelque chose qui existait déjà même avant l'IA, on utilise des données pour une finalité bien précise. Il y a des moments, on pèse le degré d'intrusivité que va représenter cette utilisation des données, notamment pour nos clients, au regard de la finalité. Alors ça s'appelle l'intérêt légitime quand on travaille sur une base légale et RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. Ce qui est important, d'une manière générale, c'est de se poser les questions. Souvent, en matière d'éthique, d'ailleurs, c'est plutôt les questions qui comptent que les réponses. Et ce qu'on retient en termes d'alignement avec les valeurs du Crédit Agricole, c'est d'un point de vue éthique et valeurs du groupe, est-ce que dans les méthodologies qu'on a pour concevoir ces intelligences artificielles ou pour en faire l'acquisition auprès d'un certain nombre de fournisseurs, parce qu'on ne construit pas tout nous-mêmes, est-ce qu'on respecte bien finalement ce questionnement intrinsèque par rapport à l'alignement sur nos propres valeurs? Ça, c'est assez facile en fait de perdre le contrôle, parce que je fais le lien notamment avec ce qui s'est passé en novembre 2022. Ça a quand même eu un effet qui est de remettre, et ça c'est plutôt positif, au cœur de l'attention les apports que peuvent avoir les IA pour le grand public, et puis aussi forcément pour nos dirigeants. Le biais que ça a pu créer aussi, c'est qu'en fait, il y a le côté un peu magique de l'intelligence artificielle qui a ressurgi,
Et en fait, on avait quand même des métiers ou même, par exemple, des fournisseurs, des éditeurs de solutions qui venaient nous voir pour finalement traiter n'importe quoi avec de l'IA générative ou en tout cas des solutions à base de grands modèles de langage. Et donc, ce qui est important, c'est toujours de revenir aux fondamentaux. C'est est-ce que j'ai une attente vis-à-vis du système d'IA? Comment est-ce que je peux combler cette attente? Et avant même de savoir s'il y a de l'IA, il y a peut-être d'autres façons de combler l'attente qui ne sont pas de l'intelligence artificielle, qui peuvent être un simple calcul sur la donnée, voire on peut s'apercevoir en ayant une compréhension assez fine de ce qui est demandé par le métier, qu'il y a beaucoup plus simple que de faire de l'intelligence artificielle. Régulièrement, en fait, on vient me rencontrer en proposant de traiter par de l'IA un certain nombre de sujets, alors qu'en réalité, c'est le processus qui n'est pas bon. Et il faut revenir à la base, remettre ça, on va dire, sur l'ouvrage, et puis reprendre dans le bon ordre, pour éviter de créer des problèmes plus tard dans la relation avec le client. Problème qu'on prétend résoudre par de l'IA, mais en fait, comme le problème est créé en amont par quelque chose qui est déjà pas bon en termes d'orientation client, en réalité, ça serait un pansement sur une jambe de bois si on ne revient pas à la source du problème pour le corriger, et sans doute de manière plus efficace et plus frugale. Donc voilà, donc pour synthétiser tout ça, nous, c'est tous les éléments qui sont au moment de la conception du système d'IA ou au moment finalement de sa gestion qui vont nous permettre de conforter la maîtrise complète qu'on a du système lui-même, des finalités auxquelles il répond et des impacts qu'il peut avoir au sens large en matière de fonctionnement sur nos clients, sur la société, sur l'environnement. Voilà. Merci. Richard, en fait, si tu veux compléter. Très bien. Bonjour. Alors, Richard, dans le cadre, nous, chez Deloitte, dans nos activités de service, à la fois de conseil, d'audit et juridique, l'IA est une révolution, mais une révolution depuis de nombreuses années. Et pour reprendre les éléments qui étaient cités par Aldric et David précédemment, très tôt, il y a maintenant quelques années, 6-7 ans, on a constitué une équipe au niveau mondial, un groupe de travail sur l'IA de confiance, plus précisément. Et pour les raisons évoquées ici. Les risques, en accompagnant nos clients, risques chez nos clients, risques aussi internes, parce que quand vous êtes commissaire aux comptes, vous avez un certain niveau de responsabilité. Et j'ai envie de dire, un cabinet de conseil comme le nôtre est aussi à l'image de nos clients. La révolution que vit la société, l'entreprise, avec les données déjà depuis de nombreuses années, et maintenant l'IA, on accompagne bien sûr ses clients. Alors, initiative lancée au niveau mondial chez nous, pour venir à la définition de l'IA de confiance, l'IA peut apporter de la valeur ajoutée partout. Tout le monde est convaincu. Quelle typologie de l'IA? Après, c'est justement un des sujets à traiter. On est arrivé aussi à ce consensus qui est le même en travaillant avec nos entreprises partenaires, déjà de définir l'IA de confiance comme une IA qui respecte l'équité, premier niveau, la robustesse, là on parle d'algorithmie et de qualité algorithmie, la transparence qui était évoquée par David, que tout le monde, je pense, évoquait, la dimension sécurité, ô combien important, et le cadre, bien sûr, de responsabilité et de confidentialité. J'y viendrai. Et de remettre, en fait, la confiance comme un des facteurs clés qui va permettre l'adoption de l'IA dans les organisations. Je prends un exemple, j'ai mes notes de sondage, je ne me rappelle jamais des chiffres, je n'ai pas d'IA sous les yeux. Nous avons aussi un cabinet d'études, nous avons lancé une étude mondiale auprès de dirigeants d'entreprise. 78% des grands dirigeants d'entreprise considèrent déjà l'IA dans leur entreprise, et particulièrement, pour ces 78%, la confiance est un sujet stratégique. Ça va avec les valeurs de l'entreprise. Déjà, éthique, c'est la continuité de valeurs d'entreprise qui sont véhiculées, mais tout le monde, et merci le buzz, la hype de l'AI ces 2 dernières années avec l'IA générative, il n'y a plus personne maintenant qui ne connaît pas le sujet ou qui n'a pas testé, qui n'a pas eu un rapport avec l'intelligence artificielle. Donc l'entreprise doit adresser ça. Alors, sur quel pilier clé?
Bien sûr, la transparence déjà, comprendre les données, les algorithmes, comment ils prennent leurs décisions. Ce sujet aussi, au terme d'une étude, est considéré en fait par 67% des consommateurs européens. Donc c'est au cœur de la décision sociétale déjà d'être transparent sur la partie algorithmique. L'équité, nous sommes, même nous humains, soumis à des biais. Les algorithmes sont fort heureusement encore plus stupides que nous à l'heure actuelle, et donc sont soumis à ces mêmes biais. Donc mettre en place aussi des contrôles, qu'ils soient algorithmiques, comme l'évoquait David, mais également des contrôles organisationnels. Quand vous êtes une entreprise, eh bien tout le monde a son mot à dire sur l'IA, et pas que les populations techniques. Donc population juridique, population des risques également. Et l'ensemble des cadres, je reprends mes chiffres, mes études, 53% des cadres voient le biais algorithmique comme le biais majeur. Aldric le citait avec les exemples d'hallucination. Le nombre de risques peut être considérable, donc ce sont quand même des choses à mettre sous contrôle sur l'entreprise. Alors pour le contrôle, c'est aussi un autre pilier de cette IA de confiance qui va être lié à la gouvernance d'entreprise à élaborer. Alors, gouvernance, c'est pas faire des réunions et tous se parler, c'est bien de mettre en place dans une organisation une gouvernance spécifique afin d'attribuer aussi les responsabilités. Quand vous utilisez une IA, que les résultats sont faux, hallucinent, si je prends cet exemple, est-ce que la responsabilité est à l'outil ? Est-ce que la responsabilité est à vous en tant qu'utilisateur? Est-ce que c'est l'entreprise qui la porte? Sujet à considérer, bien sûr, si vous cherchez à internaliser ces technologies en interne. Et le partage du risque, ou plutôt remettre en place une gouvernance, est clé en fait pour établir cette responsabilité et définir des décisions claires. Bien sûr, donc, la responsabilité, c'est d'avoir des décisions traçables, auditables, David le citait, et bien sûr, socialement transparentes. Socialement transparente, ce n'est pas qu'un mot, c'est que les entreprises ont des valeurs éthiques. Nous sommes tous des êtres humains, on travaille ensemble, et faisons-nous, nous aussi, tous ensemble autour de la table, des choses socialement acceptables avec l'IA. Enfin, j'aimerais que la confidentialité, protection des données, GDPR était cité, la protection contre les risques cyber, qui est aussi un des enjeux numéro 1 des entreprises, d'éviter les hackings d'IA. Donc l'ensemble en fait de ces sujets doit être vraiment porté au niveau organisation, au niveau stratégique désormais, en approche top-down ou plutôt bottom, mais à tout niveau de l'organisation. Donc tous les métiers sont touchés. En conclusion, que ce soit pour un Deloitte, mais comme pour un client, l'IA, quoi qu'il en soit, transforme nos sociétés. C'est devenu un impératif stratégique et économique. Mais plus particulièrement, et merci ces nouvelles technologies d'avoir un peu halluciné ou qu'on ait encore un rapport de doute, justement maintenant est venu cet aspect ces questions de confiance pour faire de l'IA de confiance un impératif éthique et économique. Et je sors toujours aussi quelques stats. En retour d'expérience projet, et là ce sont des chiffres mondiaux, appliquer des pratiques d'IA de confiance avec transparence, équité et gouvernance, c'est aussi heureusement pour l'entreprise des gains de productivité. On peut aller jusqu'à 30% de productivité lorsqu'on a une maîtrise, une confiance avec le système. Et en synthèse, la route est encore longue pour adopter l'IA à tout niveau de l'organisation. Cependant, plus la confiance, plus ces processus, plus ces stratégies vont être élaborées autour de la data, de l'IA, de tous ces ensembles, plus notre rapport à la technologie va être fluidifié. On parle de collaborateurs augmentés. Il ne faut pas avoir justement une inquiétude. Soyons confiants dans notre avenir. L'IA est aussi pour nous augmenter, nous enrichir et améliorer notre quotidien. Je vois déjà la montre s'agiter de Christophe. Alors moi, je ne vais pas vous donner une définition de l'IA de confiance, je vais vous parler de manière plus générale de la confiance en économie. C'est un sujet extrêmement difficile, hein, si vous regardez dans les livres, dans les manuels qu'on utilise à l'université, vous ne verrez jamais de chapitre intitulé confiance. Mais pour ma défense, ce n'est pas spécifique aux économistes. Hein. Vous prenez les philosophes aussi, c'est un mot le mot confiance est utilisé beaucoup. Ben, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un traité universel de la confiance.
même en droit, hein, le mot confiance apparaît dans les textes juridiques, c'est relativement flou. Alors, on pourrait se dire, mais si c'est pas enseigné en économie, c'est que c'est pas important. Là, je dirais grossière erreur. C'est fondamental. Si vous faites pas confiance à votre banque, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez tout votre argent et tout le système s'effondre. C'est ce qui s'est passé en 1929, c'est ce qui a failli se produire en 2008. Donc la confiance, c'est un prérequis pour la transaction économique. On ne va pas faire de transaction économique avec quelqu'un on n'a pas confiance, c'est évident. Donc il s'agit de comprendre pourquoi, qu'est-ce que les économistes ont à dire sur cette notion de confiance, que finalement on peut s'appliquer à n'importe quel outil, que ce soit l'IA, quelqu'un qui gère vos données personnelles, ça va être la même problématique. Il y a heureusement plusieurs personnes qui sont intéressées à cette question, dont bien sûr le plus connu c'est George Akerlof qui a mis en évidence le phénomène d'asymétrie d'information. Donc je ne vais pas vous expliquer ça, je n'ai pas le temps de le faire en 30 secondes, mais c'est des situations dans lesquelles tout le monde n'a pas la même information sur les stratégies, les intentions de l'autre dans la transaction. Et ce qui démontre, et pourquoi j'en parle, parce que c'est important, c'est que c'est un des rares cas où les marchés ne fonctionnent pas bien. D'habitude, les économistes sont d'accord pour dire les marchés, parfois il y a des frictions, mais de manière générale, c'est une manière efficace d'organiser la rencontre entre l'offre et la demande, et ça marche plutôt pas mal. George Akerlof montrait, et c'est pour ça qu'il a reçu en partie son prix Nobel, c'est qu'en fait, dans cette situation particulière où il y a un manque de transparence sur les intentions de la contrepartie, en fait, que les marchés pouvaient s'auto-détruire. Donc c'est très grave. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier critère fondamental pour comprendre pourquoi on a confiance dans une transaction économique, que ce soit avec une banque, que ce soit avec quelqu'un qui vous fournit une solution d'IA de confiance, c'est qu'il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'on comprenne pourquoi il a fait ça et quelles sont ses intentions. Si moi je suis prêt à partager mes données pour entraîner des IA, c'est pas pour que derrière je paye plus cher mon billet d'avion, c'est évident. Donc si je ne comprends pas l'intention de l'entreprise avec qui je fais ma transaction, je vais rien faire, je vais arrêter. Donc en effet, je suis d'accord avec les autres intervenants, c'est primordial la confiance, et donc ça passe évidemment par la transparence et des intentions de celui qui a écrit le code. On est très loin du compte aujourd'hui, parce qu'on a parlé de black box, mais c'est vrai, on a peu d'informations. On peut demander au moteur Bing, au chatbot de Bing ou de Google de lui décrire pourquoi il a pris cette décision, pourquoi il a répondu ça. Il va vous dire ses propriétés privées de Google ou de Meta, de Microsoft. Il ne vous dira pas comment il est arrivé à cette conclusion. Le deuxième élément de réponse pour mieux comprendre la confiance en économie, c'est une littérature qui s'intéresse à des jeux expérimentaux qui montrent qu'en fait, les relations qui marchent le mieux, les relations de long terme, elles sont basées sur deux concepts qui sont la réciprocité et l'équité. Pas besoin d'avoir fait des études d'économie pour comprendre que c'est fondamental. On va rester dans une relation avec une entreprise ou avec un partenaire commercial si en effet les termes de la transaction sont équitables et relativement réciproques. On en a parlé, sur la notion d'équité, on a des sérieux problèmes et des sérieux doutes sur la fiabilité de l'IA et des algorithmes de manière générale. Donc moi j'ai écrit un article là-dessus où je donne plein d'exemples où en fait il y a des biais statistiques qui sont énormes. Pas uniquement parce que le statisticien ou le data scientist n'a pas bien fait son boulot, mais simplement parce que il y avait déjà des biais dans le jeu de données initial qui a servi à entraîner l'algorithme. Bon, alors donc on a des biais en entrée, les Anglais ils appellent ça garbage in, garbage out, on peut rien y faire. On peut faire le meilleur programme qu'on veut, si les données qui ont été utilisées n'est pas bon, ça va conduire à des résultats qui vont être extrêmement douteux. Donc là, de nouveau, un gros point d'interrogation sur cette notion de confiance. Et la troisième condition qui est fondamentale en économie, c'est qu'on doit avoir des institutions fortes qui peuvent régler les problèmes si jamais il y en a. Si jamais l'algorithme fait n'importe quoi, qu'il y a des suicides ou des blessés, j'en reviendrai, parce que malheureusement ça arrive, il faut qu'on ait une réponse institutionnelle, il faut que les institutions soient fortes et qu'elles puissent trouver le responsable et le punir si besoin. Là, on en est très très loin aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a un balbutiement d'IA Act, qu'il n'y a quasi que l'Europe qui a adopté cette voie institutionnelle. Les autres pays, les autres zones géographiques sont plutôt basées sur des accords industriels. Et en effet, dans l'IA Act, il va y avoir, on va essayer clairement d'identifier la chaîne de responsabilité, mais c'est fondamental pour comprendre pourquoi les gens utiliseront ou non l'IA de confiance. Merci Patrick. Alors j'ai plein de questions très intéressantes, donc je pense qu'il va falloir qu'on garde vraiment un moment là pour répondre à toutes ces questions. Et donc je propose à ce moment-là que
on intervienne sur les deux derniers points qui sont finalement l'évaluation économique d'une part et d'autre part le mode de gouvernance. Est-ce qu'on laisse les entreprises s'autoréguler sur ce domaine? Ça a déjà été un peu évoqué par Patrick sur ce dernier point, dans une seule intervention. Et à ce moment-là, je propose à ce moment-là, Richard, que tu reprennes la main et éventuellement sur les deux items en fait. Sur le coup. La question étant, quel coût de la confiance et ne pas avoir confiance, bien sûr. Aldric déjà parlait du coût réputationnel pour une organisation. Ça, c'est un vrai risque et ça n'a pas de mesure. Établir la confiance, ça passe par établir un cadre de gouvernance, de gestion des risques. Ça peut être, bien sûr, c'est vu comme un coût d'entreprise. Il faut des personnes, il faut une structuration d'entreprise, une gouvernance. Cependant, ce travail a un effet bénéfique, notamment en termes de réduction des risques. Plus vous processisez d'une certaine manière la gouvernance, cette réduction. Mais cependant, ce coût. Investissement en gouvernance et en formation, on est sur des coûts récurrents. La formation des collaborateurs internes d'entreprise va être aussi un élément clé. Je ne dis pas là d'en faire des experts en programmation de LLM, mais d'être aussi formé à gérer les risques, à avoir une prise de recul par rapport à ces nouvelles technologies. Et ça va être un élément clé pour initier la conduite du changement dans l'organisation. Ça ne peut qu'améliorer sur ces deux éléments, gouvernance et formation, l'acculturation de l'entreprise et surtout la satisfaction des parties prenantes. Beaucoup de collaborateurs, il y a quelques mois, étaient très inquiets avec l'IA générative et pensaient être remplacés du jour au lendemain. Allons au-delà, travaillons ensemble. Apprenons, je parlais à l'instant de collaborateurs augmentés, donc il y a un coût, c'est cette formation. Et enfin, bien sûr, on l'initiait, tout ce qui est risque opérationnel. Donc investir dans cette gestion de risque, dans le suivi optimisé, c'est aussi optimiser ses coûts. Donc c'est un investissement. À l'inverse, quel coût de la confiance? On parlait de la réputation, bien sûr, les sanctions légales avec l'AI Act. Pour rappel, l'AI Act va aller jusqu'à 6% d'amende, liée au chiffre d'affaires mondial dans l'entreprise. Donc c'est plus qu'important, ça va au-delà de la partie GDPR. Mais également, quelle sanction? C'est l'attractivité du client des entreprises. Ce que vous citiez il y a quelques instants. En tant que citoyen, utilisateur, client, partenaire, on partage nos données. Quelle réticence avez-vous en termes d'image à partager vos données avec une entreprise que vous n'estimez pas fiable? Ça, c'est un vrai coup de compétitivité. Il y a quelques mois, une entreprise dont je tairai le nom avait déclaré licencier littéralement plus de 200 collaborateurs pour automatiser complètement son service. Bien, toutes les entreprises, on est en B2B, qui travaillaient avec cette organisation, ont résilié leur contrat. Parce que pas confiance du tout en leur modèle. Donc une fois de plus, ce coût. Alors, seconde partie, et j'accélère, autorégulation, oui, ça vient de beaucoup d'organisations. En fait, je pense que l'entreprise n'a pas, certaines entreprises n'ont pas attendu l'AI Act pour déjà réfléchir à ces problématiques. C'était cité par initiative, par culture aussi du risque dans différentes industries régulées, banques, assurances et autres. Donc, on n'attend pas en général. Donc il y a toujours quelque chose de vertueux entre collaborateurs, de manière de travailler qui fonctionne, de travailler à mieux cadrer les éléments. Ce qu'offre les Act, par contre, c'est peut-être une vision plus normée de ces initiatives, donc de coller par rapport à un premier niveau standard. Alors, je ne suis pas dans le débat s'il est assez ou s'il est suffisant ou pas, c'est pas le débat, mais au moins ça offre un premier cadre normatif à ce stade. Lançons l'initiative, des entreprises sont en avance, d'autres en retard, mais soyons sur ce premier mode. Donc l'autorégulation est vertueuse, venant d'entreprises bien sûr. Je disais, nous, Deloitte, on travaillait depuis avant l'AI Act autour de ces sujets. La régulation vient offrir un cadre. Et puis sur tes questions de peut-être l'interrogation de compétitivité,
on a vécu pas mal de buzz ces 10, 15, 20 dernières années. Data, big data, data science, machine learning, maintenant AI, generative AI. Il s'accélère d'ailleurs. Cependant, quelles ont été certaines réussites dans des buzz technologiques et quelles ont été les appropriations technologiques qui ont été flagrantes? C'est venu d'un apprentissage aussi plus, comment dire, de l'organisation à adresser ces sujets. Et en gros, ça a valu beaucoup d'échecs, beaucoup d'initiatives, de POC, de POV, je ne sais quoi, qui ont abouti à l'échec. Voyons l'IA de confiance, ou plutôt d'avoir une manière de travailler en toute confiance avec l'IA comme une manière de mieux faire les choses, de mieux travailler, de mieux cadrer, ce que je crois que c'est ce que tu voulais dire, Aldéric, de peut-être accorder peut-être plus de temps au cadrage que d'accélérer ou de voir donner de la valeur très vite, donc limiter les risques, mais de mieux travailler ensemble et de s'approprier ces sujets. Merci. Peut-être David? Merci. Oui, oui, tout à fait. Enfin, je pense que j'abonde volontiers dans ce sens-là. Moi, j'ai pour habitude de dire que la confiance se gagne par goutte et se perd par seau. Donc en fait, on peut se poser la question de savoir quel est le coût du développement ou de la mise en œuvre d'une IA de confiance, mais on peut aussi regarder en creux et dire qu'est-ce que ça coûte de ne pas avoir une IA de confiance, ou en tous les cas que l'IA qu'on déploie puisse être mise en doute pour telle ou telle raison. Quand on est dans un monde de systèmes critiques comme ceux que j'évoquais tout à l'heure, cette notion d'IA de confiance n'est pas une option, c'est une obligation. De toute façon, on n'a pas le choix que de développer des systèmes qui soient valides, qui sont sécurisés, qui sont explicables et qui sont responsables. Par ailleurs, sur les sujets, différents sujets éthiques qui ont été évoqués tout à l'heure, à Thales, on a été aussi relativement tôt, voire avant-gardiste, en déployant, en publiant une charte éthique du numérique, où la grande partie de cette charte éthique concerne des systèmes à base d'IA. Elle est en 10 engagements qui sont très clairs, en disant voilà à quoi l'entreprise s'engage. Le premier engagement étant, par exemple, que l'humain doit pouvoir reprendre le contrôle ou avoir le contrôle sur un système d'IA à n'importe quel moment. Le 10e engagement concerne la transparence et l'explicabilité. Il y a un des engagements qui parle aussi de la priorisation d'une utilisation frugale des données, donc de ne pas forcément aller dans le sens du big data. Enfin, je dis souvent que ce n'est pas le sens de l'histoire. Je pense que le sens de l'histoire, c'est plutôt du smart data, comme on dit. Ça veut dire ne collecter, ne stocker, ne traiter que ce qui est strictement nécessaire et sortir du syndrome, en fait, qui consiste à dire plus j'ai de données, plus je vais être performant, qui est plutôt une approche un petit peu paresseuse de l'IA. Donc oui, l'IA de confiance a un coût, mais c'est un coût qui est absolument nécessaire, qui est indispensable. Autrement, j'allais dire, on finit par avoir 100% de rien, quoi. Donc ça marche pas. À Thales, on a aussi quelque chose qu'on appelle la School of AI. En fait, c'est une forme d'université d'entreprise qui forme nos ingénieurs et chercheurs, voire nos marketeurs et commerciaux à aussi pouvoir avoir une bonne vision des produits à base d'IA, de ce que l'entreprise fait et de ce qui est différenciant là-dedans, et notamment les sujets autour de la sécurité de bout en bout des systèmes à base d'IA. Pour ce qui est de la gouvernance, alors justement, je pense que quand je parlais de cette charte éthique, l'implémentation de ces 10 engagements, ou en tous les cas de ceux qui concernent l'IA, est un sujet en soi, parce que c'est une chose de dire que il faudrait que les systèmes, on s'engage à ce que tout système à base d'IA, que l'humain puisse reprendre le contrôle sur un système à base d'IA à tout moment, c'est autre chose que de faire en sorte que cet engagement soit tenu et soit
réellement implémentée également dans les processus d'ingénierie, de développement, etc. Pour information, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui savent déjà, il y a un programme national industriel qui s'appelle Confiance AI, Confiance.ai, qui est un programme d'ingénierie de l'IA avec comme vocation de produire les outils, les méthodes, les processus qui permettent justement de développer, concevoir, vérifier, qualifier, voire certifier, déployer et maintenir en condition opérationnelle des systèmes à base d'IA de confiance, justement. Et donc, le programme, d'ailleurs, il vient juste de se terminer, avec comme résultat tout un attirail justement d'outils et de méthodes pour développer une IA de confiance de façon industrielle. Pour terminer sur le sujet, justement, de la régulation, comme je l'ai dit au début, une entreprise comme Thales en fait opère dans un monde qui est extrêmement régulé. Je veux dire, quand vous faites de l'aéronautique, l'avionique, c'est très régulé, la défense, c'est très régulé. On considère que les actes est quelque chose d'absolument important aujourd'hui, et l'Europe est vraiment précurseur aussi dans ce domaine-là. Par ailleurs, ce à quoi on est attentif, c'est aussi le sujet de la surrégulation. Faire attention à ce qu'on n'empile pas en fait des couches de régulation qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, altérer aussi la compétitivité, surtout quand on opère hors Europe. Donc, je veux dire, quand vous avez des entreprises multinationales, évidemment, lorsqu'elles se trouvent en compétition avec des entreprises qui, elles, ne sont pas soumises au cadre régulatoire européen, à ce moment-là, il faudrait effectivement s'assurer que la régulation européenne et le fait de développer des systèmes à base d'IA en Europe qui sont exportables, on ne se retrouve pas d'une certaine façon, j'allais dire, un petit peu surcontreint et donc face à un problème réellement de compétitivité avec des entreprises qui, elles, ne sont pas soumises au même cadre régulatoire. Donc en fait, c'est vraiment le positionnement du curseur. Évidemment, il n'y a aucune concession qui doit être faite à la responsabilité, à l'éthique, mais effectivement tout en étant attentif aussi à l'aspect économique et en ayant à l'esprit aussi, je veux dire, nous aujourd'hui, on considère aussi que l'éthique c'est aussi un élément de différenciation en tant que tel et c'est quelque chose qui permet, en tous les cas lorsqu'on agit dans des pays où les choses sont régulées et sont des états de droit, c'est également des éléments en fait de compétitivité positive, si j'ose dire. Voilà. Merci. Côté banque, est-ce qu'on retrouve ces mêmes éléments sur le coût et à la fois sur le mode de régulation en fait? Alors, déjà, je commencerai par un constat. Au Crédit Agricole, dans la très grande majorité des cas, à un moment ou à un autre de l'exploitation d'un système d'IA, je parle bien de l'exploitation du résultat final, il y a un être humain. Et donc la confiance, elle n'est pas optionnelle, c'est juste que si l'être humain qui intervient dans cette chaîne-là n'a pas confiance, in fine, il n'utilisera pas le résultat. Et donc quelque part, on aura tout perdu. Et donc c'est pour ça que j'ai presque envie de dire, c'est plus un prérequis qu'un coût qu'on se prend parce que quelqu'un nous l'aurait imposé au travers d'une régulation. Si on tire un peu la pelote, ça veut aussi dire que on a un réel intérêt à le faire et que donc il y a bien d'autres façons de faire les choses que de se les faire imposer par un régulateur. Et c'est pour ça, par exemple, qu'au Data Lab Group, très tôt, on s'est dit comment est-ce qu'on peut travailler sur le fait de consolider tous les éléments méthodologiques et technologiques qui vont nous permettre de construire cette confiance sur le plan des résultats, sur le plan industriel, et au-delà de la confiance aussi, c'est une notion de responsabilité. Et pour cette raison-là, on s'est fait certifier par le Laboratoire national de métrologie et d'essais début 2023, et dans la foulée, on a fait ce qu'on appelle une labellisation RSE, alors qui sont des méthodes assez exigeantes, il y a plus de 120 exigences à cocher, mais qui pour nous paraissaient juste être finalement les prérequis d'une adoption maîtrisée par l'ensemble de nos collaborateurs et puis in fine par les clients de ces intelligences artificielles. Alors après, si on rapporte ça de manière très concrète en termes de coûts, j'ai fait les chiffres il n'y a pas longtemps là, sur 2023 et 2024, pour 100 jours de coût complet de fabrication d'une solution, je
parle de fabrication interne, hein, pour l'acquisition c'est encore autre chose. En réalité, le coût de l'application d'une méthode extrêmement rigoureuse, labellisée et certifiée, c'est moins de 5%. Donc 5 jours hommes sur 100 jours hommes. Donc très clairement, si on rapporte ça au coût de mise en conformité dans une banque, hein, qui est là aussi un environnement plutôt bien servi en régulation en tout genre, c'est pas ça qui doit nous freiner. Après, si je le vois différemment en me disant, ok, bon, c'est un coût quand même, 5%, on pourrait peut-être faire autre chose avec. En réalité, ne pas investir ces 5%-là, c'est un coût de demain qui est bien plus important. Je prends un exemple tout simple, peut-être que c'est qui va vous parler. Au tout début là, des mises en production de solutions d'IA à base de machine learning, comme ça a été évoqué, il y avait un métier qui était le data scientist, qui était extrêmement valorisé, sauf que beaucoup de data scientists n'avaient pas forcément les codes pour bien développer de l'informatique industrielle. Et il se trouve que sur certaines solutions qui allaient en production, il y avait des problèmes ensuite dans le maintien en conditions opérationnelles, et on s'apercevait qu'en fait elle était très peu documentée. Il y avait un certain nombre de choix de paramétrage de l'algorithme, ou même du choix de l'algorithme en lui-même qui n'était pas suffisamment explicite, et où derrière on n'arrivait pas à reproduire ou à résoudre le problème qu'on rencontrait en production. Quand vous êtes confronté à ça sur une solution qui est au cœur du réacteur, par exemple de votre distribution, ou par exemple du système de détection de la fraude, en réalité le coût que ça représente est peut-être 10, 15, 20 fois supérieur à l'investissement que vous auriez eu au moment de la conception de la solution. Et donc quelque part, moi je me positionne même pas sur le cran de quel est le coût en fait de cette confiance. Je me dis que c'est un prérequis et qu'en plus, même à supposer qu'on suive analytiquement ce que ça coûte, en réalité ce que ça rapportera, ça sera bien supérieur à ce que ça coûte. Voilà. Alors après, si on rapporte ça à l'ensemble d'un groupe comme le groupe Crédit Agricole, bon, la DACH est unie et décentralisée, vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut quand même un certain nombre de règles pour que chaque entité, quelque part, chaque métier qui va utiliser ou développer de l'intelligence artificielle puisse appliquer à la fois la réglementation, donc être conforme, puis aussi ce que le groupe aura décidé comme étant la façon de faire de la bonne intelligence artificielle au Crédit Agricole. Donc nous, on a été assez loin, dans le sens où, dès avril 2021, quand il y a eu le premier texte qui est sorti là, sur l'AI Act, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte une structure spécifique rattachée à notre gouvernance IT. Alors le terme un peu barbare, c'est une Design Authority IA. La première mission, ça a été avec l'ensemble des expertises du groupe, que ce soit les fonctions de contrôle, les fonctions régaliennes, les métiers eux-mêmes, de décrypter ce texte et de voir comment on pourrait le transposer en normes d'application générale pour l'ensemble du groupe Crédit Agricole. Alors ça nous a pris un peu de temps, on l'a diffusé assez récemment, on appelle ça un cadre normatif IA Group, mais il faut voir ça comme vraiment les règles communes qui permettent en fait d'harmoniser la façon de faire et d'utiliser de l'intelligence artificielle au sein d'un groupe qui est lui-même assez décentralisé. Alors, le principe qui prévaut, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire que les règles du jeu sont connues, chaque métier, chaque entité en proximité les applique. Évidemment, dans la banque, vous savez, il y a des fonctions de contrôle, hein, ligne de défense 1, 2, 3, enfin voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui est opérant, qui fonctionne bien. Et d'une manière générale, en fait, quand on regarde sur période longue, on s'aperçoit que de toute façon, les régulations, donc là on parle de celles sur l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup en fait qui sortent à un rythme assez élevé. Et de toute façon, aujourd'hui, avec cette pression réglementaire qu'on a, il y a deux façons de voir les choses. Soit on dit il y en a beaucoup trop, on s'en sort pas, ça se cumule, etc. Soit on est proactif et on essaie de faire en sorte que les gens qui ont le contact avec les régulateurs redescendent au niveau des métiers et justement au moment où on cadre les différentes solutions pour se mettre non plus comme étant un peu les censeurs et les gardiens quelque part de la bonne façon de faire, mais comme étant ceux qui vont aider nos métiers en proximité à définir la bonne voie pour à la fois être conforme, mais aussi être aligné avec les valeurs du groupe Crédit Agricole. Et aligné avec les valeurs du groupe Crédit Agricole, je prends un exemple, mais il y a bien des cas où on va beaucoup plus loin que la réglementation.
Si on prend la IA de manière très schématique, c'est basé sur les systèmes d'évaluation du risque en gros pour l'utilisateur final ou pour le citoyen. Il est très volubile sur les risques élevés, la IACT. Alors évidemment, on comprend bien l'intégrité physique des personnes, leur liberté fondamentale. Il ne dit pas grand-chose sur les risques faibles. Les risques faibles, c'est le système d'IA que vous utilisez, par exemple, pour faire une interaction sur un parcours client où vous déposez, je sais pas moi, des justificatifs et l'IA va les contrôler pour le client à votre place. Là, on s'est dit, on va imposer des exigences parce qu'on considère que ça ne serait pas normal de ne pas évaluer les performances, de ne pas documenter le système, de ne pas s'assurer que dans les données d'apprentissage, il y a des biais et s'il y en a, de ne pas les redresser. Et donc, c'est pour conforter cette idée que ce n'est pas parce qu'on ne nous l'impose pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a des moments, ça a des vertus de, quelque part, s'emparer du sujet et puis de le faire en autonomie avant même qu'un régulateur l'impose. Merci. Patrick, peut-être sur la régulation. Oui, moi je vais juste vous parler de la régulation. Donc la question c'est est-ce qu'il y a trop ou pas assez de régulation? Si vous écoutez les industriels de manière générale, ils vont vous dire si vous nous mettez de la régulation, ça va empêcher l'innovation. C'est un thème récurrent, c'est pas uniquement dans ce débat-ci sur l'IA que j'entends ce type d'argument. Parce que je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans l'histoire de l'innovation, il y a toujours eu de la régulation. Et puis les gens, une partie de la créativité, c'est aussi de créer et d'innover autour des contraintes existantes. Et donc pour comprendre, pour répondre à ces questions, il faut comprendre aussi les enjeux et les dangers de l'IA. Alors je pense que ce que je vais dire ne s'applique pas au cas qu'on a traité autour de cette table ronde, parce que les dangers, finalement, ils sont relativement limités. Pour moi, le danger numéro 1 de l'IA, c'est qu'elle rentre dans votre cerveau. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Je vous donne 2 exemples. La semaine dernière, il y a un adolescent qui, je ne sais pas si vous suivez cette affaire, qui est tombé amoureux d'une IA, qui lui a dit de la rejoindre, et il s'est suicidé. Il y a une association qui, aujourd'hui, attaque TikTok en justice, parce qu'il y a une jeune fille qui a été prise dans une boucle de vidéos, de recommandations algorithmiques de vidéos sur l'automutilation, elle s'est suicidée aussi. Donc ça, c'est vraiment le problème, c'est que ça va vous pousser à faire des choses que vous n'aurez pas forcément faites si vous n'êtes pas influencé par l'IA. Il y a, au-delà de ça, donc ça peut prendre 2 formes particulières. La première problématique, c'est une problématique de ce que j'appellerais de modèle. Cathy O'Neil, qui a écrit un bouquin très important sur la question, utilise l'expression les algorithmes créent leur propre réalité. Les économistes parlent de self-fulfilling prophecies, ou prophéties autoréalisatrices. En gros, ça veut dire que si tout le monde croit que c'est vrai, ça devient vrai. Donc je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de l'algorithme de Tinder, donc un bouquin écrit par une journaliste qui s'appelle L'amour sous algorithme. Elle est convaincue que l'algorithme favorise les matchs, c'est-à-dire les relations entre un homme qui gagne beaucoup plus d'argent que la femme et qui a en moyenne 50 plus qu'elle. Et en effet, elle remarque que tous les matchs qu'on lui propose, c'est ce genre de configuration-là. Alors, est-ce que c'est parce que les données d'entraînement de l'algorithme de Tinder étaient biaisées dès le départ, ou est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas un problème initial de conception du data scientist ou de l'équipe de data scientist qui a cette vision de la société, une vision patriarcale? On ne le saura jamais. Mais quoi qu'il en soit, c'est que si Tinder dit que c'est vrai, c'est ces matchs-là qui vont se concrétiser. Et donc, on a bien une situation de prophétie autoréalisatrice. Et donc, on voit qu'on peut se faire imposer des valeurs et des modèles de société auxquels on n'adhère pas forcément. Donc ça, c'est un vrai premier problème qui est extrêmement grave. Le deuxième problème, c'est le problème de la manipulation mentale. On l'a bien vu lors du cas de l'élection de Trump, du Brexit. Il y a eu du ciblage très spécifique pour aller toucher les personnes indécises et leur balancer des fake news pour qu'ils votent le Brexit. C'est évidemment très dangereux. Il y a des enjeux économiques aussi. Pourquoi? Parce que tant qu'on en a à faire ça, pourquoi pas faire aussi de la manipulation économique? Favoriser ses propres produits, c'est le cas Google Shopping. Google qui favorise ses produits sur son moteur de recherche au détriment de ses concurrents, ce qui lui conduit à payer une amende de 2,4 milliards à la Commission européenne. Les économistes appellent ça self-preferencing. Donc ce n'est pas uniquement un enjeu politique, c'est également un enjeu économique de concurrence. Et donc je pense que on a besoin de l'IA Act, ça c'est sûr. On a besoin du RGPD, ça c'est sûr aussi, même si aujourd'hui personne n'est en conformité par rapport au RGPD
en IA, mais on va avoir besoin de tout l'arsenal, je pense, de régulation disponible, y compris le droit de la concurrence, le droit du consommateur, et voilà, et tout ce qu'on a. Merci Patrick. Alors je propose peut-être de passer aux questions. Je rappelle que vous avez un numéro de SMS qui permet de me transférer un certain nombre de questions. Il y a déjà beaucoup de questions. Je vais peut-être les rassembler certaines d'entre elles et ouvrir le débat. Alors il y a une première question assez générale sur le fait qu'il y a différents types d'IA. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a des différences du point de vue de la confiance, et notamment en relation avec l'IA générative. Donc ça, c'est je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet. Oui, enfin, merci beaucoup pour la question. En tous les cas, le fait effectivement de souligner qu'il y a différents types d'IA, au moins en termes disciplinaires, il y a, pour vraiment simplifier, il y a deux grandes branches. Il y a l'IA qui est basée sur les données, donc qui va identifier des régularités dans ces données, etc. Donc c'est vraiment l'IA qu'on dit aussi connexionniste en général, parce que c'est des réseaux de neurones, etc. Et puis il y a une autre branche d'IA qui est qu'on dit à base de modèles ou IA symbolique, qui est basée plutôt sur une formalisation, une représentation explicite des connaissances et donc une modélisation du raisonnement. Et aujourd'hui, bon, je pense que la trajectoire vertueuse, c'est plutôt ce qu'on appelle l'IA hybride, donc une sorte de conjugaison intelligente des deux approches, à la fois d'IA qui est basée sur les données et qu'on augmente avec des connaissances ou des modèles explicites. Il y a beaucoup de travaux dans ces domaines-là et dans les domaines que je connais très bien, donc c'est vraiment une trajectoire qui se distingue. Est-ce qu'il y en a une qui inspire plus confiance que l'autre? Le syndrome un petit peu boîte noire est apparu surtout avec la notion d'IA connexionniste et d'IA à base de données. Donc il y a des réseaux de neurones. En fait, on dit effectivement, parce qu'il y a un très grand nombre de paramètres qui sont manipulés, parce qu'il y a justement une connectivité pour arriver à identifier les patterns, enfin les formes à l'intérieur de ces espaces de données, une manière assez complexe de faire les choses, qu'un être humain ne peut pas forcément se représenter la manière dont une IA procède pour identifier justement ces régularités ou dessiner ces formes-là. Donc évidemment, ça a inspiré moins confiance qu'une IA plus à base de règles, où on peut à la limite retracer le raisonnement, même si quand le nombre de règles augmente ou le nombre de combinaisons de ces règles-là augmente, ça devient très rapidement aussi un paquet de spaghettis et c'est très compliqué d'arriver à expliquer ce qu'un système est en train de faire ou par quel raisonnement, par quel chemin de raisonnement il est passé. Donc bon, c'est sûr que bon, l'IA à base de données peut inspirer moins confiance, même si elle a montré ces dernières années donc des performances largement supérieures à des IA à base de règles. Et c'est pour ça que le fait de conjuguer les deux et dans certains cas arriver même à encadrer une IA à base de données par justement des règles qui vont dire quoi que le système fasse, il ne sortira pas de ces frontières-là, c'est aussi une manière de réaliser la confiance. Je ne sais plus c'était ça la question. Il y avait une deuxième partie. Il y avait un petit point sur l'IA générative. En fait, ah oui, sur l'IA générative. Oui, juste un tout petit point. Tout à l'heure, j'ai présenté en fait 4 piliers qui sous-tendent en fait l'approche IA de confiance ou la stratégie IA de confiance que nous avons à Thales et qui génère tout un ensemble de défis scientifiques et technologiques. Les 4 piliers étant la validité, la sécurité, l'explicabilité, la responsabilité. Si vous prenez aujourd'hui l'IA générative telle qu'elle est, elle ne coche aucune de ces cases. Elle n'est pas valide parce que dans beaucoup de cas, elle produit des hallucinations, comme on disait tout à l'heure. Deuxièmement, elle n'est pas sécurisée aussi parce qu'il n'y a pas d'opacité sortante des données que vous pouvez lui fournir lorsque même vous l'interrogez. Elle n'est pas explicable, c'est
pas du tout évident d'obtenir une trace des informations, les sources des informations qui sont utilisées. Et enfin, elle n'est pas responsable dans le sens au moins de celui de l'empreinte carbone que j'évoquais tout à l'heure. Pour entraîner des LLM, par exemple, des Large Language Models, ben, il faut des fois des quantités d'énergie équivalentes à ce que consommeraient des grandes métropoles. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas l'IA générative et que ce n'est pas quelque chose, une révolution absolument extraordinaire qui a justement amené l'IA au plus près de l'utilisateur final et de monsieur tout le monde, mais il faut travailler à rendre cette IA générative une IA de confiance, donc une IA qui soit justement valide, sécurisée, explicable et responsable, avec aussi les autres critères qui ont été donnés par mes collègues tout à l'heure. Et à Thales, on a justement créé tout un axe de travail, d'études qui s'appelle le True Gen AI. Je disais tout à l'heure, il y a True AI qui est l'IA de confiance chez Thales. True Gen AI, c'est comment est-ce qu'on rend cette IA de confiance, cette IA générative, une IA de confiance, notamment pour une utilisation au sein de systèmes critiques. Alors, j'ai une autre question assez ouverte, mais qui est très intéressante aussi, sur finalement le caractère périssable de la confiance. Donc la question est sur combien de temps minimum un système d'IA robuste peut-il exister? Donc finalement, est-ce que je donne la confiance à un système d'IA à un certain moment dans le temps? Et comment je suis cette confiance? Qui veut intervenir sur cette question? Bah, il n'y a pas de confiance a priori, c'est-à-dire qu'on va le vérifier. Donc tous les systèmes d'IA qu'on met en production, ils sont monitorés. Monitorer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire déjà on monitore la donnée en entrée, est-ce qu'elle dérive ou pas. On en monitore également les résultats. Alors ça pose plus ou moins de problèmes parce que des fois c'est pas trivial d'aller le faire au fil de l'eau. Il faut le faire par campagne avec des utilisateurs qui vérifient un certain nombre de résultats. Un avantage qu'on a quand même au Crédit Agricole, c'est que comme souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a une intervention humaine quelque part dans le processus, de manière un petit peu maligne quelque part. On a essayé de faire en sorte que quand un utilisateur détecte une anomalie, la nécessité de la corriger fasse en sorte qu'on capture en fait cette correction et que ça nous ramène finalement la mesure de la précision du résultat de l'IA. Et donc là, on peut ramener cette mesure de précision à celle qui a été définie comme étant les attentes au moment du cadrage. Et évidemment, s'il y a une dérive, on fait soit un réapprentissage, qui est on va dire la version la plus simple de corriger la dérive. Et puis des fois, le réapprentissage ne suffit pas parce qu'il y a autre chose qui a bougé et c'est un peu plus pointu que ça. Et donc là, il faut remettre en conception le système d'IA, voire le changer de manière un peu plus profonde. Donc pas de confiance a priori, il y a toujours du contrôle, et de toute façon c'est un peu le principe aussi dans nos activités bancaires. Il y a des règles communes, elles doivent être appliquées, mais il y a une ligne de défense numéro 1, ligne de défense numéro 2, ligne de défense numéro 3, en continu et aussi de manière périodique, avec des gens qui viennent regarder si effectivement les règles sont bien appliquées, quoi. Pour l'IA, ça se passera pareil, hein, ça sera intégré dans nos différents corpus de contrôle. Et c'est une très bonne question, parce que je pense qu'il y a aussi, pour le grand public, aussi entreprises, de plus difficile à faire comprendre, c'est ce cycle de vie de l'IA. Vos données, elles évoluent. Vous changez, on change tous avec le temps en tant que consommateur. Les algorithmes ne sont pas figés à l'instant T. Si je prends un exemple dans les sujets de détection de la fraude, beaucoup d'algorithmes peuvent détecter, anticiper des typologies de fraude, mais j'ai envie de dire, entre guillemets, fort heureusement, l'esprit humain est encore assez curieux pour encore aller plus loin et passer outre un système. Donc ce qui fait qu'à l'instant T, détecter tant de fraudeurs, tel pourcentage, ce chiffre ne sera jamais figé. Donc c'est bien dans la mise en place qui était expliquée d'aller monitorer, suivre, voir le contrôle de ces algorithmes plus précisément, et de mettre en place aussi, toujours à travers cette gouvernance, soit des réexécutions au sens technique, au sens modélisation, mais également aussi une revue par les différentes lignes de défense, par le contrôle interne, par l'audit interne, autour de ces sujets. Et pour finir, ça va être pour moi vraiment là-dessus, sur cette dynamique qui est, je pense, la plus difficile à faire comprendre au grand public, que ça évolue, tout évolue dans le temps et qu'on n'est plus, hélas, on n'est plus à l'ère de projets techniques figés à l'instant T.
Merci Richard. Donc, il me reste une dizaine de minutes et je pense que je suis sincèrement désolé parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais être obligé de créer des malheureux. Voilà, exactement. Alors, je vais me permettre d'en sélectionner deux. Alors, j'ai une question qui revient plusieurs fois, d'une part de la même personne et d'autre part d'autres intervenants, sur les impacts positifs de l'IA au niveau micro et macro. Donc, c'est plus une question finalement d'économie générale, au niveau de la croissance, de la technologie, de la concurrence et de la productivité. En fait, c'est pas nécessairement lié à la dimension IA de confiance, mais c'est l'IA en général. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IA? Peut-être Patrick? Qui me colle à la question difficile. Oui, alors moi je pense que si on est dans les conditions de confiance, déjà c'est la base. Hein, si on n'a pas confiance, comme je vous l'ai dit tout au début de mon intervention, il va rien se passer. Ça c'est sûr et certain. Si on est dans des conditions de confiance, oui, moi et beaucoup d'autres, pas que moi, mais classe l'IA dans ce les économistes appellent des GPT, General Purpose Technology, au même titre que l'électricité, que le chemin de fer, que le moteur thermique, etc. Donc c'est des innovations qui peuvent être déclinées de manière multisectorielle, multidimensionnelle aussi, et donc elles n'ont pas de limite. On va pouvoir comme l'électricité, on va pouvoir trouver plein d'applications à partir de cette technologie qui est General Purpose. Donc si on considère que l'IA est du même niveau que l'électricité, oui, on est dans quelque chose qui est extrêmement important. Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que si vous posez la question à Thomas Edison quand il a inventé l'électricité, personne ne comprenait à quoi ça servait. Et la blague, c'est qu'il rencontre le président des États-Unis et le président des États-Unis il lui montre l'ampoule avec le petit fil qui brille. Et le président des États-Unis dit mais à quoi ça peut bien servir? Et Thomas Edison lui répond je ne sais pas, mais un jour vous pourrez le taxer. Donc pour vous dire qu'en fait c'est extrêmement difficile et c'est vrai pour Internet aussi. Internet, ça date des années 60. C'est un protocole inventé par des Français, le protocole TCP/IP, qui permet de relier des réseaux. Voilà, depuis les années 60, ça existe. Et personne n'a compris jusqu'aux années 95, donc bien après, qu'en fait, qu'on pouvait faire des réseaux sociaux, qu'on pouvait faire de l'e-commerce, etc., etc. Et donc, alors je pense que pour le coup, on n'est pas dans ce cas de figure-là, on est plutôt dans le cas de figure inverse. Certains pensent que l'IA, on est dans une bulle du même niveau que 2001. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, moi j'ai vécu ça, c'est très très douloureux quand vous avez des actifs investis en bourse en 2001 parce que toutes les actions technologiques perdent 90%. Donc voilà, je n'ai pas la prétention de répondre à ces questions, mais je pense qu'il y a des éléments qui vont vraiment dans les deux sens. Merci Patrick. L'ordre de grandeur qui est donné encore une fois dans le rapport la commission sur l'intelligence artificielle présidée par Philippe Aguillon et Anne Bouvreau qui a été remis récemment au gouvernement, donnait un chiffrage donc, pour la France et qui sur les 10 prochaines années, le chiffre qui était évoqué c'était comme je l'ai dit entre 200 et 400 milliards d'euros, donc vraiment on a un impact majeur attendu de l'IA si tant est que en effet cette confiance soit établie et que ces solutions soient adoptées largement. Alors dont acte. Donc nous avons encore peut-être le temps pour deux petites questions. Donc, alors une question qui s'adresse à David Sadek, une question assez précise. Est-ce que vous pouvez donner finalement un exemple de la manière dont vous envisagez la protection d'un système d'intelligence artificielle à une cyberattaque avec un petit exemple concret voilà. Oui, ça c'est vraiment c'est une activité qui est assez importante dans Thales, comme je disais tout à l'heure. Donc, l'un des différenciateurs dans les solutions à base d'IA qui sont fournies par Thales, c'est vraiment la sécurisation de bout en bout et en l'occurrence justement la cybersécurisation des systèmes à base d'IA. Et donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a vraiment des équipes qui travaillent à identifier les vulnérabilités d'un système à base d'IA. Donc, tout système à base d'IA qui est intégré dans une solution produite par Thales doit normalement, à terme, donc là on y travaille aujourd'hui, passer une sorte de crash test
pour être validé, pour réellement dire effectivement il est résilient, robuste à toute forme de cyberattaque. Si je prends un exemple en fait du détournement ou du vol de modèles. Aujourd'hui, on protège en fait les modèles par ce qu'on appelle un watermark, donc une sorte de signature qui est invisible. Et si ce système ou cet algorithme est utilisé en dehors du contexte pour lequel il a été conçu, donc s'il a été détourné, ben par exemple s'il fait de la reconnaissance d'image et qui est utilisé par un tiers qui n'est pas censé avoir cet algorithme-là, et ben au lieu que ce soit une image, l'image qui a été reconnue qui s'affiche, et bien il y a un gros logo Thales qui s'affiche en fait, et donc ça bloque l'utilisation de l'algorithme. Donc ça, il y a tout un ensemble comme ça d'outils qui permettent effectivement de bloquer en fait des fraudes et des cyberattaques d'un système à base d'IA. Donc ça, c'est vraiment une activité qui est assez importante. Comme je disais tout à l'heure, l'équipe en question a remporté en fait un défi qui est proposé par le ministère des Armées il y a quelques mois de ça, en fait, parce que l'équipe a réussi effectivement à identifier, à retrouver, par exemple, en faisant de l'ingénierie inverse, à retrouver des données qui avaient été utilisées, par exemple, pour entraîner le système, etc. Mais enfin bon, c'était fait à dessein aussi, donc le défi cachait bien ces données, mais voulait voir est-ce qu'on était capable de les retrouver. Et d'ailleurs, juste de manière aussi anecdotique ou pseudo-anecdotique, bon, la même équipe a réussi aussi à faire dire à ChatGPT aussi produire la recette de fabrication d'une bombe. Donc là, il y a quelques mois de ça, hein, malgré la résistance de ChatGPT à le faire, en trouvant le bon prompt, comme on dit dans le domaine, à faire produire justement toute la recette de fabrication d'une bombe, ce qui montre encore une fois la vulnérabilité aussi des systèmes à base d'IA générative, par exemple. Je voudrais juste rajouter un tout petit point concernant la question de tout à l'heure qui était est-ce que la confiance est établie une fois pour toutes ou pas? Là, il y a un défi en fait technologique qui est assez important, qui est celui de l'apprentissage continu. Ça veut dire le fait que des systèmes à base d'IA continuent d'apprendre pendant leur utilisation en opération. Donc ça, c'est un vrai défi parce que, d'abord, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, ou ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir progressivement, notamment avec l'IA générative. Et donc, le défi technologique, scientifique et technologique qui est sous-jacent à ça, c'est le fait de démontrer qu'un système à base d'IA, qui a certaines propriétés, qui répond à certaines propriétés de confiance, ben, ne régresse pas par le fait d'apprendre sur des nouvelles données. Et ça, c'est encore du domaine de la recherche aujourd'hui, mais c'est quelque chose vers lequel on vient progressivement également. Merci. Allez, dernière question, il reste 5 minutes, sur alors, pas mal de questions sur les responsabilités, les risques au niveau juridique de l'IA. Alors, on évoque ici là, dans la question la sécurité, la responsabilité et les données personnelles. Donc, quels sont un peu les risques juridiques en lien avec l'IA en général, pas nécessairement de... Je peux commencer. Donc, moi, je travaille avec des informaticiens donc, qui ont fait exactement la même expérience que l'équipe de David. Donc, ils sont capables de faire du reverse engineering sur les données d'entraînement de ChatGPT. C'est-à-dire qu'en faisant quelques prompts, quelques requêtes, bien précises évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, hein, c'est au niveau là je parle de doctorants et de chercheurs, hein, ils ont été capables de retrouver l'adresse de personnes qui avaient été, dont les données avaient été utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle, et de même sur les photos, ils ont réussi avec des techniques évidemment assez sophistiquées, hein, puisque l'IA générative, ça sert aussi à créer des personnages qui n'existent pas, des images qui n'existent pas. Et ils sont parvenus aussi à retrouver l'image initiale qui avait servi à faire l'IA, qui avait permis à l'IA générative de créer ses propres images. Donc en effet, au niveau du RGPD, je pense qu'il y a un véritable souci. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que personne aujourd'hui n'est vraiment en conformité. Vous devez savoir qu'aussi qu'il y a l'association NOIB de Max Schrems. NOIB, c'est None of Your Business, donc c'est un défenseur de la vie privée des internautes qui a attaqué, c'était il y a quelques mois, OpenAI et ChatGPT au titre du RGPD, parce qu'en fait il avait fait une requête où il y avait son nom qui apparaissait et il s'est rendu compte que les données qui apparaissaient étaient erronées. Or, dans le RGPD, c'est un des droits fondamentaux du RGPD, c'est de pouvoir rectifier, modifier les données qui nous concernent. Et ça va même plus loin, puisqu'en Europe, on a même le droit, entre guillemets, le droit à l'oubli, le droit à l'effacement. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas du tout prêt encore pour ces questions-là.
peut-être compléter sur les risques juridiques. Il y a un risque qu'on a identifié assez tôt, c'est aussi le risque par rapport aux droits d'auteur. Effectivement, vous savez peut-être qu'aux États-Unis, il y a tout un tas de procès qui fleurissent, le plus connu étant le New York Times contre OpenAI. Dans la façon finalement dont aujourd'hui on contractualise avec ces fournisseurs d'IA, et notamment d'IA générative, évidemment, il y a un regard particulier qui est porté sur les garanties qu'ils peuvent donner en matière de respect de ces droits d'auteur. Mais par extension, je pense qu'il faut avoir le même raisonnement et sur l'ensemble finalement des défauts que pourrait avoir un fournisseur. Aujourd'hui, c'est pas très connu, mais quand vous faites ce type d'IA, alors c'est de l'apprentissage, il y a une partie par renforcement avec des feedbacks humains. Il n'y a pas si longtemps que ça, même s'ils font tout ce qu'il faut pour que ce soit pas très connu et que ça soit pas trop exposé sur Internet ou les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de ces sociétés qui avaient des sous-traitants au Kenya. Alors je vous laisse imaginer quand vous faites de l'annotation sur des contenus vidéo pour entraîner un modèle de génération d'images, ce que vous pouvez trouver dans l'échantillon d'apprentissage. Donc ça a quand même un caractère traumatisant. Et donc le côté aussi, finalement, être soucieux de la responsabilité en matière d'utilisation de ces IA-là, c'est aussi se préoccuper de ces sujets-là. Et donc ça va quand même creuser assez loin. Et pour répondre aussi à la question qui était posée tout à l'heure, nous, il y a plein de cas où on a choisi de se passer d'IA générative parce que le côté boîte noire est extrêmement présent sur ces formes d'IA-là et ne nous permet pas d'être à l'aise si on souhaite répondre à ce type de questions. Est-ce que je ne nuis pas à un tiers de manière indirecte en utilisant cette IA? Est-ce que je n'utilise pas quelque chose qui a été construit en désalignement avec mes valeurs propres? Quelque part, c'est la notion d'éthique qui est renvoyée. Nous, on a une charte éthique, effectivement. C'est presque plus important de se poser les questions dans le bon ordre que de savoir quelle réponse on y donne. Et c'est vraiment quasiment la pierre angulaire de toute la façon dont on appréhende les technologies au Crédit Agricole. Merci. Je suis sincèrement désolé, j'ai reçu des consignes de la part des organisateurs des GECO pour clore le débat. Donc, tout d'abord, un immense merci à tous. Toutes mes excuses auprès de ceux qui ont posé des questions dont je n'ai pas pu faire le relais. Je tiens à remercier tous les intervenants pour la qualité de ce débat. Et un grand merci aux organisateurs des GECO et en particulier à Pascal Lemairer et à toute l'équipe. Merci beaucoup.